Bonjour. Voilà, étant médecin et plongeur en même temps, j'ai toujours été intrigué par les conséquences physiologiques de la plongée, donc de la respiration hyperbare. Étant médecin et plongeur, je veux envoyer quand même une pensée vers un autre collègue, médecin et plongeur, qui a toujours été avec nous et qui nous a quittés brusquement il y a moins d'une semaine, avec qui je partageais pas mal de temps dans la chirurgie cardiaque, mais également on se croisait assez fréquemment par 30 ou 40 mètres de profondeur sous l'eau. Alexandre Yerzégi. Voilà, étant médecin et plongeur, je suis toujours confronté à une question. Soit les plongeurs, soit surtout les parents des jeunes plongeurs. La plongée est-elle une activité à risque? Et à cette question, j'ai toujours presque les mêmes types de réponses, tout est relatif. Vivre est une activité à risque, vivre en soi. Mais j'ai tendance à comparer la plongée sous-marine à la conduite d'une voiture. Est-ce que conduire une voiture est une activité à risque? Ben oui. Si vous conduisez quand vous êtes ivre, c'est une activité à risque. Si vous conduisez à 150 à l'heure, c'est une activité à risque. Si vous conduisez une voiture qui n'est pas entretenue, vous n'avez aucune idée des freins, vous êtes à risque. Et la plongée sous-marine, c'est la même chose. Un plongeur qui est bien formé, qui suit les règles, avec un appareillage bien entretenu, eh bien c'est une activité qui n'a pas plus de risque qu'aucune autre activité, y compris conduire une voiture. Le problème, c'est que l'être humain n'est pas fait pour respirer sous l'eau. Enfin, à moins qu'on ne soit comme Pierre Frolla, qui évolue à plusieurs dizaines de mètres sous l'eau. En général, nous ne sommes pas faits pour ça. Mais l'être humain a toujours regardé l'eau. Et l'eau, c'est la source de la vie. Toute vie animale sur notre planète vient de l'eau. Et peut-être le fait d'aller chercher à aller sous l'eau est une sorte de retour aux sources. Alors, je remercie le docteur Fels qui a très bien expliqué toutes ces anciennes méthodes où l'être humain essayait d'explorer les fonds sous-marins, les cloches à plonger, les caissons, même ce scaphandrier avec le tube relié à la surface par lequel on lui pompait de l'air pour pouvoir respirer. Et il fallait pomper l'air à la pression ambiante. Très important pour le plongeur de pouvoir respirer à la pression ambiante, sinon son volume thoracique, enfin sa paroi thoracique ne peut pas s'expandre. Mais la plongée autonome, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a été révolutionnée par ce monsieur, je suis sûr que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, le commandant Jacques-Yves Cousteau, qui, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en association avec l'ingénieur Émile Gagnan, vont mettre en place tout ce qui est la base de la plongée autonome aujourd'hui, ce qu'on appelle le SCUBA, Self-Contained Underwater Breathing Apparatus. En fait, ces deux appareils qu'on met ensemble, d'abord de la bouteille, c'est une bouteille en acier, où on met de l'air comprimé, à haute pression, en général 200 atmosphères ou plus, et puis surtout le détendeur, cet appareil qui est relié d'une part à la bouteille, qui à chaque mouvement inspiratoire va prélever l'air de la bouteille, et par les tuyaux, l'amener à la bouche du plongeur, et lui délivrer l'air à la pression ambiante. Très important, le plongeur respire à chaque moment à la pression ambiante. Cette pression ambiante qui a été bien développée par Dr Ferris tout à l'heure, qui est en général, là où nous sommes ici, aux alentours de 1 bar, un peu plus de 1 bar, et qui augmente chaque 10 mètres d'eau de 1 bar supplémentaire. Donc à 10 mètres, on est à 2 bars, à 50 mètres, on est à 6 bars. Juste pour vous donner une idée, 2 bars, c'est un peu plus que la pression par laquelle vous gonflez les pneus de votre voiture. Donc le plongeur qui est même à 10 mètres, il respire avec une pression qui est supérieure à celle des pneus de la voiture.
Quand on parle de l'air, on sait que l'air est formé de 21% d'oxygène et grosso modo de 78% d'azote, ce qu'on appelle la FiO2 et la FiN2. Et bien d'après effectivement les lois de Boyle et de Mariotte, la pression inspiratoire en oxygène pour 1 bar est de 0,21 bar. Et c'est ça ce qu'il faut retenir en fait pour la survie. Ce n'est pas tant la FiO2 à 0,21 bar qui est importante, c'est la PiO2. Et une PiO2 de 0,21, un plus, un peu moins, et la pression en oxygène qu'il faut pour pouvoir survivre. À 2 bars, on est à 0,42 de PiO2. Si vous descendez par exemple à 40 mètres, 5 bars, on est à une PiO2 de plus que 1 bar. Donc tout se passe comme si quelqu'un qui était en train de respirer ici, 100% d'oxygène. L'oxygène, très paradoxal comme gaz. En même temps, important pour la vie, on ne peut pas vivre. Les êtres aérobes sans oxygène, ça on le sait, mais c'est un gaz toxique. C'est heureusement qu'il y a de l'azote dans l'air pour diluer l'oxygène. C'est un gaz toxique. Maintenant, la toxicité à l'oxygène, les pneumologues la connaissent beaucoup plus que moi. Au niveau des poumons, avec le poumon de choc, etc. Mais ça, il faut quand même plusieurs heures, pas plusieurs, même jours pour voir ça. Donc on ne le voit pas en plongée. Ce qu'on voit en plongée, c'est autre chose. Pour des pressions nettement supérieures à 1 bar, donc on ne peut pas reproduire en milieu normal ordinaire, c'est un autre organe qui est sensible, le cerveau. Et on a vu ça, que le cerveau, à partir des pressions, donc dans les délais de la plongée de 1,4 bar, peut réagir violemment à l'hyperoxie. Et c'est une crise pseudo-épileptique, tétanique généralisée, qui survient sans aucun prodrome. Donc imaginez un peu le plongeur à 60 mètres de fond qui fait cette crise, c'est la mort à coup sûr. Et là, on comprend la première règle de sécurité de la plongée, il ne faut jamais aller avec de l'air comprimé à plus de 57 mètres. Ce chiffre a été mis il y a quelques années, parce que je me rappelle, dans les années 90, il y a des plongeurs qui voulaient tester ce qu'on appelle le deep air, aller à 100 ou 120 mètres de profondeur, et ce n'est qu'après plusieurs décès qu'il y a eu cette recommandation sur il ne faut pas aller avec l'air comprimé, dépasser, atteindre même les 60 mètres. Donc si on va aller plus profond, on est obligé d'utiliser des mélanges sous-oxygénés. Et on peut, parce qu'à 60 mètres de fond, on est à 7 bars, je vous rappelle, c'est-à-dire si on a une FiO2 de 3%, donc un mélange oxygéné, on n'y a que 3% d'oxygène, ça suffit. Mais pour obtenir ces 3%, par quoi faut-il diluer le reste? Par l'azote? Non, certainement pas. Pourquoi pas par l'azote? Bien que l'azote est le gaz qu'on peut obtenir le plus facilement. L'azote qu'on appelle en chimie inerte, mais également en physiologie, c'est un gaz inerte, même physiologiquement. Parce que si on suit une respiration normale, l'air inspiré avec l'oxygène, l'azote, très peu de CO2, comme on le sait, les échanges gazeux se font, oxygène, CO2. On le sait. Et l'azote, qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout. C'est pour ça qu'il est dit physiologiquement inerte. Il fait juste une promenade dans l'arbre trachéobronchique, pas plus ni moins. Mais en fait, pourquoi il fait ça, l'azote? Parce que nous sommes tous saturés par la même pression en azote dans tous nos tissus et nos sangs. Si, grosso modo, là j'ai changé un peu les unités pour que ça devienne un peu plus facile, on respire à 80 centibars d'azote, on a 80 centibars d'azote dans le sang, et on a 80 centibars partout dans nos tissus. Donc ça, c'est pour ça que l'azote ne fait rien. On est saturé en azote, et là, il est physiologiquement inerte. Mais alors, qu'est-ce qui arrive chez ce plongeur, par exemple, qui est à 10 mètres, pas plus? À 10 mètres, il respire à 160 centibars d'azote. Le sang, qui lui était saturé à 80, va se trouver en hyposaturation par rapport à l'air inspiré, et l'azote va traverser la membrane alvéolo-capillaire. Et le sang va capter assez vite l'azote sous forme dissoute, mais ce n'est pas un mouvement immédiat.
Ça prend quelques minutes. Le sang, pour se saturer de 80 à 160, met quelques minutes. Même chose, tous les différents tissus qui étaient saturés à 80 centibars, confrontés au sang, à la poids sanguin à 150 puis 160 centibars, vont absorber l'azote. Et une absorption également qui est différente en vitesse d'un tissu à l'autre. On détermine ça par la demi-vie. Je donne un exemple rapide. Le sang met quelques minutes pour se saturer. Le cerveau, il est également assez rapide, mais ça varie. Ça varie jusqu'à des heures pour les articulations. C'est-à-dire que le sang met quelques minutes pour arriver à 160 centibars. Si on va attendre les articulations pour arriver, il nous faut plusieurs heures. C'est une situation qui n'est pas la même. Donc, ce plongeur, si on suit un peu l'azote, il augmente dans le sang assez rapidement, puis dans les tissus, mais il est dans les divers tissus à des saturations tout à fait différentes selon le tissu en question. Le cerveau assez rapide, les os et les articulations assez lents. Donc si on mesure le taux d'azote, la pression en azote dans les différents tissus, on voit par exemple la ligne noire qui est au-dessus. Ça, c'est la pression inspirée en azote pour, disons, 55 mètres de profondeur. Eh bien, les courbes, ça dépend des tissus. Il y a des tissus qui ont presque atteint cette même saturation. D'autres en bas, comme les os et les articulations, sont encore un peu plus que 80. Alors, cette hyperazotémie, est-ce qu'elle a des conséquences? Eh bien, c'est toujours d'abord le cerveau. Le cerveau qui réagit à l'azote, mais c'est une réaction qui est tout à fait différente de l'hyperoxie. Ça commence en général vers 30, 35 mètres, 40 mètres de profondeur, par une sensation de bien-être. On est bien, mais qui peut augmenter à fur et à mesure qu'on plonge. Et très vite, ça revêt la fameuse forme de la narcose à l'azote, où on commence à sentir un détachement avec le monde extérieur. On appelle ça l'ivresse des profondeurs. Mais si le plongeur persiste à descendre, il va finir par enlever son masque, enlever son détendeur et mourir de noyade. Mais encore une fois, ce n'est pas cette situation brutale comme l'hyperoxie. Donc là, d'abord, on comprend qu'on a également des limites dans la profondeur avec laquelle on va avec l'azote. C'est pour ça également que pour des plongées de 30 mètres, par exemple, on peut utiliser des mélanges suroxygénés, plus d'oxygène et moins d'azote, mais aussi on comprend qu'on ne peut pas utiliser l'azote pour aller plus profondément, pour diluer le gaz respiratoire, et c'est pour ça qu'on va aller chercher l'hélium ou l'hydrogène pour diluer le gaz inspiré. Si ce n'était que le seul problème de l'azote, ça aurait été simple. Le problème de l'azote est encore plus compliqué parce qu'il est lié à la remontée, parce que notre petit plongeur, à un moment donné, il va arrêter sa plongée et remonter. Si je prends le cas de ce plongeur qui est toujours à 10 mètres de profondeur, pour ne pas encore compliquer les choses, le sang est à 160, le cerveau presque à 160, les différents tissus, et le plongeur monte à la surface. Il repasse d'une PN2 de 160 à 80. Alors on a le phénomène inverse qui va se reproduire. Le sang va délivrer l'azote au niveau des alvéoles et il va le perdre avec une vitesse aussi rapide que la saturation. La désaturation à la même vitesse que la saturation. Le sang passant de 160 à 80, les tissus également vont céder l'azote dans le sang. Mais ils vont le céder toujours par la même vitesse, le cerveau rapidement, les muscles plus ou moins rapidement, les articulations lentement, sous deux formes. Une forme dissoute, elle ne pose pas de problème, et une forme gazeuse. C'est des bulles gazeuses qui sont délivrées dans le sang. Mais ces bulles ont une taille qui dépend du gradient de pression entre la pression en azote qui était dans le tissu et la pression ambiante. Et en général, quand ce gradient n'est pas important, la taille des bulles reste dans ce qu'on appelle les microbulles, et ces microbulles, on les détecte par le Doppler, mais elles ne posent pas de problème, elles sont déversées dans le sang et éliminées par les poumons sans aucun problème. Là, on est encore
dans la situation facile. Mais qu'est-ce qui arrive? Je ne prends pas maintenant l'exemple du plongeur à 20 mètres ou à 10 mètres, je vais prendre le plongeur à 50 mètres. Rempli en azote, le sang, le cerveau, même les différents tissus, et qui décide de monter brusquement de cette pression qui était peut-être à 500 ou 600 centibars vers 80 centibars. Le gradient de pression entre la pression en azote qui est à l'intérieur de la bulle et la pression ambiante est si élevée que la taille des bulles va dépasser ou atteindre un stage critique. On ne les appelle plus microbulles, mais ça c'est des véritables grosses bulles. Des grosses bulles qui vont poser beaucoup de problèmes. Et cette situation bulleuse, comme on appelle dans le sang, en fait, on la retrouve dans deux situations qui se rapprochent l'une de l'autre. D'abord, si ce plongeur monte très vite. Imaginez une bouteille de boisson gazeuse que vous agitez très bien pour augmenter la pression et vous l'ouvrez. Ben, c'est ce qui arrive au niveau du sang du plongeur s'il monte rapidement, très rapidement, de la profondeur vers la surface. Ça peut arriver quand il est paniqué. Son sang devient comme du Pepsi-Cola qui a été agité. Mais également, même s'il ne monte pas très vite, il monte lentement, mais il est imbibé d'azote, et il continue sa remontée vers la surface, il arrive à un moment où le gradient de pression devient si élevé, il n'a pas le droit de dépasser ce qu'on appelle ce palier de plongée. Qu'est-ce qui arrive? Ces bulles, d'abord, déversées par les tissus, surtout dans les tissus lents, ils sont bloqués in situ, dans les articulations. Ils causent des douleurs très importantes, qu'on appelle les bends, très douloureuses, au niveau de l'épaule, de la hanche. Mais également, ces petites bulles peuvent, enfin, petites, pas très petites, peuvent bloquer les veines. Bloquer une veine peut ne pas être grave, mais bloquer les veines de la colonne vertébrale, parce que la colonne vertébrale, enfin, la moelle épinière, excusez-moi, la moelle épinière a un coefficient d'absorption qui est très rapide, pourra bloquer et causer une ischémie veineuse, et la paraplégie est retrouvée comme accident dans cette situation. Également, ces bulles peuvent circuler des veines dans l'oreillette droite s'il y a un foramen ovale patent, qui est la situation de 20% des gens, ils peuvent passer à gauche et causer des embolies, comme ils peuvent remonter jusqu'au poumon, causer ce qu'on appelle les chokes, les étouffements, repasser, détruire les membranes alvéolo-capillaires et passer également dans la circulation sanguine et causer des embolies. Cette situation qu'on appelle la maladie de décompression est une situation qui est assez grave. Comme il s'agit du plongeur qui remonte, je ne parle pas du plongeur qui est remonté en blow-up, comme on dit, rapidement, mais qui n'a pas respecté les arrêts qu'il fallait pour éliminer l'azote, il continue à désaturer plusieurs heures après la fin de la plongée, et ces accidents, typiquement, peuvent arriver après la fin de la plongée, jusqu'à 24 heures après la plongée. Et comme vous l'avez vu, il y a plusieurs signes cliniques, des manifestations très différentes. Et enfin, se rappeler que si ce plongeur décide de prendre l'avion immédiatement, je donne un exemple, ou de monter à Faraïa immédiatement après sa plongée, il va passer, diminuer, donc la pression atmosphérique étant également diminuée, il risque d'avoir des accidents de décompression. Donc, pour éviter ça, le plongeur est tenu d'abord de ne pas monter vite, et le chiffre de 10 mètres par minute a été adopté après pas mal d'accidents. Dans le temps, on disait 20 mètres par minute, puis ils ont remarqué que 20 mètres était déjà rapide. 10 mètres par minute, moins lent, plus lentement que les bulles qui montent quand il est en train de monter. Deuxièmement, selon le temps et la profondeur dans laquelle il a fait sa plongée, il faut qu'il s'arrête à des niveaux pour empêcher qu'il y ait un gradient de pression important. Il faut s'arrêter sur ce qu'on appelle le palier, rester quelque temps au niveau de ce palier avant de continuer sa remontée. Mais évidemment que le plongeur, comment va-t-il calculer ce gradient de pression? Il ne peut pas le faire.
Avec le temps, il y a eu d'abord les tables de décompression. Il y a des tables. Donc il a avec lui cette table qui indique à la profondeur maximum, à cette durée maximum, il faut qu'il s'arrête là. Mais le changement vers le milieu des années 80 est dû aux ordinateurs de plongée. Cet instrument que le plongeur porte avec lui, et cet instrument qui, comme le corps du plongeur, va subir les mêmes effets de pression, alors il lui indique en descendant quelle est la profondeur, combien de temps il peut rester sans avoir besoin de s'arrêter, de décompression, et au moment où il a besoin de faire une décompression, il lui dit quel est le palier qu'il ne faut pas dépasser, 3 mètres dans l'exemple qui est à droite, et combien de temps il doit rester pour éliminer l'azote qui lui permet de monter jusqu'à la surface. Pour éviter ces accidents, les plongeurs sont tenus de respecter au moins une de ces 2 zones de plongée. Les plongeurs qui ne sont pas très expérimentés, on leur conseille vivement de ne pas plonger, de ne pas faire des plongées qui nécessitent des arrêts de décompression. Donc on sait que les plongées jusqu'à 18-20 mètres en général, dans les durées données, ne nécessitent pas de décompression. Si on dépasse jusqu'à 30-35 mètres, il y a un temps limité. À partir de ce temps, dès que le plongeur sait de par son ordinateur que le temps de non-décompression arrive à 0, il faut qu'il remonte en respectant la vitesse de remontée. Maintenant, pour les plongeurs plus expérimentés, je parle toujours de l'air comprimé ici, ils se permettent bien sûr de plonger à décompression, mais il est clair aujourd'hui que plonger avec une décompression de plus de 35 minutes expose à des problèmes graves. Je ne veux pas ici mettre toutes les règles de sécurité que vous avez devant vous, parce que quand un accident de décompression arrive, son traitement n'est pas évident. On sait que le traitement, c'est la recompression. Alors, la recompression, on peut la faire par réimmersion, c'est-à-dire que le plongeur, en général, lui, n'est pas tellement maître de ses mouvements, on le replonge. On le replonge pour recomprimer les bulles. Pour recomprimer les bulles, s'arrêter très longtemps maintenant. Les paliers sont multipliés par 10 en durée pour pouvoir éliminer l'azote. Mais très fréquemment, cette réimmersion n'est pas praticable. S'il est en paraplégie, s'il est plus ou moins comateux, on ne peut pas la faire. Et le seul traitement, c'est de le mettre dans une chambre une chambre hyperbare qu'on appelle les caissons ou les chambres de recompression. Je vous remercie pour votre attention.